Et si je vous disais que derrière chaque accouchement se cachait une puissance intérieure profonde qui permet de guérir des blessures profondes et retrouver de l'estime de soi? Je crois que c'est une part de l'accouchement qu'on garde encore tellement secret et qui revient comme une révélation parfois chez certaines de nos patientes. C'est justement après l'avoir rencontré une de nos patientes qui a accouché cet été à la maison de naissance cette semaine et qui, pendant qu'on discutait, me dit: «Tu sais, Mélissa, je crois sincèrement que cette naissance, elle m'a réparée.» Et je lui ai dit: C'est fort, c'est puissant, on transcende, c'est vraiment à certains moments très très difficile, mais tu sors de là encore différente. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est à quel point l'accouchement, qui peut être vécu comme quelque chose de positif, de puissant, on parle d'empuissancement, peut aider justement à guérir certains traumas, à passer certaines étapes. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet puissant puisque j'explore le pouvoir libérateur d'un accouchement vécu dans sa pleine puissance. Parce que ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est à quel point l'expérience de la naissance peut transcender les traumas et nourrir la confiance en soi. C'est vraiment à quel point ça peut venir changer la donne, remettre les éléments à leur bonne place. J'en ai rencontré malheureusement des femmes qui ont été abîmées par des personnes malveillantes, que ce soit dans leur passé, dans leur enfance, mais aussi par des expériences de maternité qui ont été traumatiques et qui viennent vers nous avec l'idée de plus jamais ça. Malheureusement, c'est pas si rare que ce soit finalement le leitmotiv de dire je veux plus jamais me faire broyer, je veux plus jamais vivre une situation où on prend le dessus sur moi, où on ne me laisse pas le pouvoir en fait. Parce que quand on prend le leitmotiv sur une naissance, on vole aussi la capacité des femmes à le faire par elles-mêmes. Je crois que le fait qu'on accompagne des naissances en dehors de l'hôpital, que ce soit à la bulle ou à domicile, c'est qu'on remet aussi les femmes face à leur propre réalité, à leurs propres histoires. On en parle déjà en prénatal du fait que parfois leurs histoires, leur vécu peut avoir des effets sur la manière que va, enfin le déroulement en fait de l'accouchement, parce qu'il peut y avoir des moments où ça va être plus difficile à traverser. Il va y avoir des moments où il va y avoir une sorte de pause, que ce soit dans les contractions ou que ce soit dans l'ouverture du col par exemple, parce qu'il y a des choses à détricoter, des choses à travailler. La société, elle nous dit que la croyance, c'est quoi? C'est que l'accouchement, c'est un processus douloureux, effrayant, difficile, parfois même traumatisant. Et on dit pourquoi est-ce que les femmes veulent absolument accoucher chez elles? Il y a plusieurs fois où j'échange avec des sages-femmes, avec des patientes, parfois avec des médecins, et puis qui me disent mais on sait le faire aussi à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'elles veulent le faire en dehors de l'hôpital? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Le fait d'être en maison de naissance ou à domicile, ça fait en sorte que, on va pas se mentir, la péridurale, elle n'est pas à portée de main aussi facilement que quand on est à l'hôpital. Et que dans ce processus si puissant, si fort de la naissance, il y a des parts de soi-même qui refont surface clairement. Et quand on a vécu des choses qui ont été difficiles, ben parfois on veut pas revivre des sensations, on veut pas revivre
des moments de doute, de peur, et puis il y a aussi une question de lâcher prise. Je peux dire que pour moi, je crois que ça a été les phases les plus compliquées, c'était de lâcher prise. Parce que j'étais tellement dans le contrôle sur certains éléments que j'avais difficile en fait à juste laisser faire le processus. Et ça, c'est surtout pour la naissance de ma petite dernière, ma petite Claude. Mais c'était en corrélation, en lien avec le vécu qui avait été le mien pour la naissance de ma petite quatrième, où ben, on m'avait bafoué, on avait pris des décisions qui n'étaient pas justifiées, euh, et où je me suis sentie oui, broyée par le système. Et si c'est vrai que la naissance peut être réparatrice, peut empuissancer, peut en tout cas redonner confiance en soi, c'est vrai aussi qu'une expérience négative peut aller réveiller des traumas. Je crois que moi, j'avais naïvement pensé que toutes ces histoires, tout ce que j'avais pu vivre, était enterré bien profondément et que pour moi, c'était OK, c'était dans le passé, que voilà, j'avais plus besoin d'aller raviver tout ça. Et finalement, c'était la première fois que je vivais une naissance traumatisante. J'avais eu la chance d'être préservée jusqu'à présent, d'avoir eu les bonnes personnes au bon moment auprès de moi, même dans les moments où j'ai accouché à l'hôpital, parce que je le dis toujours, on peut avoir de belles naissances à l'hôpital. J'avais vraiment eu la chance de vivre des expériences positives pour mon fils Michel, où c'était mon premier bébé, mais où notre sage-femme avait pu nous accompagner à l'hôpital. Ça m'avait beaucoup aidée et, euh, et j'avais trouvé un soutien énorme auprès de mon amoureux. Pour ma deuxième, elle est née à l'hôpital parce qu'elle était en siège, alors que le projet initial c'était d'accoucher à la maison. Et j'ai changé tous nos plans, tout notre suivi, j'ai changé d'hôpital, j'ai même changé de région en fait. J'ai changé de gynécologue, etc. pour être sûre d'avoir la naissance respectée que je voulais, malgré le fait que mon bébé était en siège. Et c'était une très belle naissance. Je me souviens à quel point, sur le moment, je me suis dit oh, je me souvenais pas que ça faisait aussi mal. Mais je me souviens aussi que c'était quelque chose de très positif et que j'étais fière en fait d'avoir mené cette naissance jusqu'au bout, d'autant plus que ce qu'on me faisait miroiter, c'était une césarienne. Donc j'en étais plus que fière. Ma troisième, pour moi, c'était le summum. Elle est née à la maison, dans la piscine, avec mon mari, dans la piscine avec moi, mes enfants autour de nous. C'était la naissance idyllique, vraiment. J'étais sur mon nuage, accueillir cet enfant comme une fleur, comme je dis souvent, et elle porte très bien son prénom, notre petite Rose. C'était fort, c'était intense, mais c'était aussi doux. Je dirais que ces trois naissances, elles m'ont rappelé que j'étais capable de le faire. Elles m'ont rappelé que j'avais les capacités et que voilà. Mais ça ne m'a pas ramené dans mon passé. Ça m'a juste dit, t'as fait les bons choix, t'as fait les bonnes choses, avec les cartes qui étaient les tiennes à ce moment-là, et ça s'est bien passé. Et puis pour petite Catherine, alors là, c'était un début de travail à la maison, dans la confiance, finalement avec les mêmes personnes que ce qui s'était passé pour la naissance de Rose. J'avais même une amie en plus pour s'occuper des enfants, parce que cette fois, ils étaient quand même trois. Et puis, tout a dégringolé, en fait. C'est le pouvoir médical qui a pris le contrôle de ce qui s'est passé. C'est même les hommes qui sont venus chez moi pour le transfert à l'hôpital, qui ont pris les décisions, qui ont mené à où est-ce que j'ai été ensuite. Et le choc post-traumatique dans lequel j'étais après la naissance de Catherine, c'était violent. Je me rappelle dire à notre sage-femme, j'ai l'impression que je me suis fait violer. J'ai été broyée par le système. C'était des mots forts que j'utilisais et en même temps, je lui disais c'est la réalité. J'ai l'impression de revivre des choses, je suis pas bien. C'était compliqué. Et puis du coup, à la base, on avait toujours dit avec mon amoureux qu'on aurait 4 enfants. Et donc, quelques semaines après la naissance de Catherine, mon amoureux il me dit bon qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre rendez-vous pour ma vasectomie là. Et je l'ai regardé et à l'intérieur de moi, j'ai cru que c'était un gouffre, une tempête intérieure. Et je lui ai dit écoute, je te dis pas que je veux absolument encore un bébé, mais là, arrêtez comme ça.
Et puis fermer définitivement la porte avec cette vasectomie, c'était vraiment compliqué pour moi. Et je lui dis, s'il te plaît, reporte en fait. Et on verra ce que l'avenir nous dit, mais reporte. Je vous parlerai peut-être un jour de comment est-ce que comment Claude est arrivé. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sa naissance en tant que telle, c'était pour moi la naissance la plus difficile. Je pense que c'était comme un chemin de croix. J'avais quelque chose à réparer, j'avais besoin de transcender quelque chose parce que je devais me réapproprier ma souveraineté. Je devais retrouver ma pleine puissance. Et, euh, et heureusement que j'ai eu les bonnes personnes autour de moi ce jour-là. Heureusement que j'ai des collègues qui ont cru en moi et qui m'ont laissé vivre pleinement cette naissance, qui ont trouvé les bons mots pour me soutenir dans les moments où j'en avais besoin. Ça me fait dire qu'on ne peut pas juste se fier à la chance. On ne peut pas juste dire bah, je vais aller vers la naissance sans rien prévoir, sans rien faire. Je crois que c'est utopique de nos jours de faire ça. Même si on peut être chanceux et vivre finalement quelque chose de positif, mais je crois que c'est assez rare. Je vais plutôt vous donner des éléments qui vont vous permettre de préparer une naissance, de faire en sorte d'avoir les bagages, j'ai envie de dire, pour vivre pleinement une naissance puissante. La première chose, évidemment, ça sera la préparation. Informez-vous sur le processus de l'accouchement, les choix qui sont possibles, les différents lieux où vous pouvez accoucher. Je le dis, vous pouvez accoucher à l'hôpital, vous pouvez aller accoucher à l'hôpital en plateau technique avec votre sage-femme, vous pouvez aller en gîte intra-hospitalier. Ce sont des lieux qui sont gérés par des sages-femmes, qui sont à l'intérieur des hôpitaux, mais qui fonctionnent en autonomie. Vous pouvez accoucher en maison de naissance, et vous pouvez accoucher à domicile. Et ça, on ne le dit pas assez, que ce sont des vrais choix. Ce n'est pas des choses qui sont illégales ou cachées. Non, vous avez le droit, vraiment. Je vous le dis, je suis sage-femme, je pratique en dehors des hôpitaux, et j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont prêtes à embarquer avec nous. Et puis, nous, on a la chance d'être témoins de l'arrivée de ces bébés, d'être témoins de la puissance de ces femmes. Donc vraiment, le vrai choix, il se pose dès le départ. Et quel que soit le lieu que vous choisissez. La connaissance. Clairement, ça crée la confiance. Faites une préparation à la naissance avec une sage-femme, et une sage-femme qui connaît la vraie physiologie. Ça vous aidera à comprendre les différentes étapes que vous allez traverser, les sensations que vous allez ressentir. Pourquoi vous ressentirez ça? Ça aide à garder la confiance en soi, en fait, le jour J. Souvent, moi, j'explique que si je donne cette préparation à la naissance, et si on la donne de la manière dont on la donne, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cours ex cathedra, j'ai envie de dire. On ne donne pas des cours sur les positions d'accouchement. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais une sage-femme à l'hôpital qui était un peu estomaquée comme ça de savoir qu'on ne donnait pas de préparation où on expliquait comment pousser ou comment respirer. Alors que moi, je le prends souvent sur la blague, et puis je dis souvent aux gens, bah écoute, si tu veux que je t'apprenne à respirer, en tout cas, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, je t'ai pas vu devenir tout bleu, donc c'est qu'a priori, tu fais ça très bien. C'est simplement que ce qu'on donne comme information, c'est pas quelque chose où on doit l'apprendre, où on doit se préparer dans le sens avoir la bonne technique. Non, ce qu'on donne, ce sont les informations pour que ce soit plus facile de lâcher prise en fait le jour J. Plus on a l'information, plus on sait comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer comme ça. Plus ce sera facile en fait de lâcher prise et d'accepter les sensations en se disant ah oui, ça je me souviens, on m'en a parlé. C'est bon, c'est ok, c'est positif, c'est un bon point. Une bonne préparation à la naissance, c'est comme le bon sac à dos avec les bons éléments qui vont vous aider à traverser la balade dans la montagne qui va être si difficile. Avoir le bon sac à dos avec les bons éléments qui va vous donner en fait finalement la bonne carte. Imaginez que la connaissance sur l'accouchement, c'est comme une carte détaillée, vraiment que vous pouvez scruter dans les moindres détails. Et puis, plus vous en savez, plus vous avez le pouvoir de choisir votre itinéraire avec confiance. Ça m'amène à vous annoncer que, justement, je suis en train de vous préparer une préparation virtuelle à la naissance. Et elle sortira tout pile pour les 1 an du podcast, pour célébrer ensemble cette grande étape. Donc, je vous en parlerai plus et je vous en livrerai plus quand ça sera un peu plus clair. Mais clairement,
ça sera un beau cadeau, je pense, à faire que de mettre en place cette préparation virtuelle. J'espère que vous serez tous hyper enjoués de l'accueillir. En tout cas, ça sera un outil supplémentaire que vous pourrez utiliser. J'irai évidemment écouter des podcasts, parce qu'il y en a plein. Plein, plein, plein. Lisez, écoutez des témoignages de naissances qui sont puissantes. Il y a des groupes Facebook où il y a des parents qui partagent sur les naissances de leurs enfants. Il y a des comptes Instagram inspirants. Chaque histoire qui s'est partagée, elle apporte un peu à elle-même des leçons. Moi, j'aime bien dire que, vous savez, dans ces moments de vulnérabilité, on a souvent des moments qui ramènent à la force intérieure. C'est très fort, c'est parfois inattendu, mais c'est des leçons, c'est des pépites. Et vous partagez ça, c'est pour vous rappeler que la force, elle naît parfois de moments les plus fragiles. Je vous ai fait tout un épisode sur la phase de désespérance, sur ce moment où les femmes, elles sont ultra vulnérables et où elles pensent qu'elles vont mourir, etc. Dans ces moments-là, il y a comme un moment de suspension, là. Parce que si elles le traversent, c'est bon, c'est gagné. Si elles restent bloquées dans cette étape, c'est plus compliqué. C'est pour ça que bien se connaître, bien traverser les choses ensemble, c'est comme ça aussi que quand elles nous partagent ce qu'elles font, on peut encore plus les aider. Quand elles nous partagent leurs outils, leurs histoires, ça peut vraiment nous aider. En deuxième, je vous dirais de explorer pendant votre grossesse des techniques de relaxation, de méditation, de visualisation. Ce sont des outils supplémentaires dans votre boîte à outils le jour J. Vous avez déjà beaucoup de choses en vous, clairement. Mais si en plus de ça, vous rajoutez ce type d'outils, c'est hyper positif. On a une de nos patientes qui, quelques semaines avant la naissance de son bébé, a eu l'opportunité de faire de l'hypnonaissance. Elle m'a dit, ça m'a toujours intéressé, c'était son deuxième bébé. Je l'avais accueilli, je l'avais accompagné pour son premier à l'hôpital, parce que c'était le chemin qui était le bon pour eux à ce moment-là. Puis voilà, pour son deuxième, elle était prête à accoucher en dehors de l'hôpital, son homme aussi, et donc on était à la maison de naissance. Et quelques semaines avant la naissance de son bébé, je me souviens, elle m'a dit, en fait, j'ai l'opportunité de faire de l'hypnonaissance. Alors, c'était en période Covid, donc elle faisait ça en visio avec d'autres gens, etc. Et je me souviens à quel point pendant cette naissance, je l'ai trouvée sereine, vraiment, je pense qu'elle se visualisait dans certains lieux, etc. Mais elle m'a époustouflée, en fait, dans le sens où je ne l'ai pas vue travailler. Je me souviens qu'on était dans la cuisine avec elle, son homme, Mélanie. On mangeait, parce que on était dans la soirée, on mangeait, elle était sur son ballon, et on papotait, en fait, comme si de rien n'était. Je me demandais même si elle était en pré-travail, parce que je me disais, mais parfois elle disait, ah, celle-là, elle est plus forte. Et elle bougeait en même temps sur son ballon, c'était assez... Puis je me souviens qu'on dit, bon, allez, on va ranger, tout ça. Je sais plus, je pense que j'ai dit, bon, on va écouter ton bébé. Et qu'elle a été dans la salle de bain, dans mes souvenirs, un petit pipi. Moi, je pousse toujours un peu les femmes à rester un peu sur la toilette pendant quelques contractions. Et elle se relève, elle s'essuie, et là, elle me dit, c'est bon, je suis à dilatation complète. Je crois que dans ma tête, ça a fait un petit bzzz. Bon, je dis, ah ok, d'accord. Elle a marché, elle est rentrée dans la chambre, elle est allée dans la piscine, elle a eu des contractions plus fortes, et elle a commencé à avoir le réflexe d'expulsion. Incroyable, vraiment incroyable. Donc c'est un outil qu'elle n'avait pas du tout dans sa boîte à outils avant, quelques semaines avant la naissance de son bébé, mais qu'elle s'était tellement plongée dedans, en tout cas, que ça l'avait vraiment, vraiment aidée. Je vous ai aussi déjà parlé de cette patiente qui m'avait dit qu'elle visualisait la forêt dans laquelle elle irait accoucher et qu'elle savait exactement vers quel arbre elle allait aller chercher son bébé. Et quand je vous dis que du coup, de nous partager les outils que vous utilisez peuvent nous aider, là, clairement, ça m'a aidé à... Quand j'ai vu qu'elle perd des pieds, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle cherchait à pousser alors que c'était pas encore le bon moment, je me souviens m'être dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et puis je me suis approchée d'elle, j'ai pris ses mains et je lui ai dit allez, maintenant on va aller se balader dans ta forêt, tu vas me ramener vers ton arbre pour aller chercher ton bébé, mais d'abord on va aller se balader.
Ça m'a aidé en fait, ça m'a aidé à pouvoir la soutenir dans ce qu'elle était en train de traverser. Ça m'amène à mon troisième élément. Je dirais d'être vraiment entouré de personnes positives, des personnes motivées par votre projet et qui y croient à 200%. Parce que quand vous allez douter, vous aurez besoin qu'on y croie pour vous. Vous savez, dans cette fameuse phase de désespérance, vous avez besoin que ce soit les bonnes personnes qui aient les bons mots pour vous ramener et pour vous dire « Et oui, tu vas le faire, tu y arrives là, c'est fort, c'est intense, mais c'est normal. » Choisir les bonnes personnes, c'est comme choisir à nouveau l'équipe de montagne où chacun aura son rôle spécifique pour vous aider à atteindre le sommet. Et puis vous soutenir dans les moments difficiles. Il faut également que cette personne, elles soit en capacité d'offrir un soutien émotionnel de qualité. Et donc, moi je le rappelle souvent en prénatal, mais les compagnons, les compagnes, les personnes qui vont accompagner, parce qu'on a encore eu une naissance où c'était une maman, une sœur qui était présente là ce week-end. C'est hyper important aussi de prendre soin de son sommeil et de sa santé avant pour être vraiment présent le jour J. Le quatrième point, ça sera de communiquer ouvertement avec les professionnels de la santé. Où que soit le lieu en fait où vous allez accoucher. Si nous, on utilise certains outils pour que les personnes puissent nous donner des informations sur ce qu'elles ont pu vivre dans le passé, ça peut pas, si vous le partagez pas, si vous expliquez pas ce que vous avez potentiellement traversé comme trauma, on peut pas le deviner. Oui, moi je pars malheureusement du principe que je pense que beaucoup de femmes ont à un moment ou un autre vécu des traumas, des attouchements, voire des abus, ce qui est triste à dire mais qui est une réalité. Je crois qu'on n'y pense pas toujours non plus dans les structures hospitalières. Je me souviens parler de ça pendant les formations que je donnais aux sages-femmes où je disais, mais dites-vous que quand vous mettez vos doigts dans les vagins des femmes, c'est pas bénin. Vous avez une chance sur 5 pour que cette femme, elle ait eu des traumatismes de ce côté-là. Que quelqu'un ait été intrusif dans leur intimité et que le fait que vous le fassiez, c'est pas juste normal. Donc, communiquez clairement, exprimez vos préférences. Et pour ça, écrivez un projet de naissance parce que vous savez pas sur qui vous allez tomber ce jour-là. Et elles non plus, en fait. C'est-à-dire qu'elles, elles sont de garde et elles accueillent qui arrive, mais elles n'ont pas l'opportunité de vous connaître. Donc dans votre projet de naissance, racontez, dites, partagez bien plus que je ne souhaite pas l'épisiotomie, au maximum je souhaite accoucher sans péridurale. Oui, ça c'est important, mais partagez tout le reste aussi. Et puis, dites à quel point vous voulez être impliqué dans les décisions autant que possible qui seront prises. Pour que justement vous ne viviez pas les choses comme des décisions qui vous auront été imposées sans que vous ayez votre mot à dire. Si vous êtes impliqué dans tout le processus, ce sera beaucoup plus facile. En cinquième point, je dirais créer un environnement apaisant. Créer une ambiance relaxante avec de la musique, des lumières tamisées, diffuser des odeurs qui vous apaisent, ou d'autres éléments qui favorisent la détente. Vous pouvez peut-être emmener votre diffuseur d'huile essentielle. Vous pouvez peut-être emmener votre doudou, si vous en avez un. Vous pouvez emmener une photo de votre famille. Vous pouvez vraiment emmener des éléments qui vont vous faire du bien. Rappelez-vous que, par contre, en milieu hospitalier, vous ne pouvez pas avoir de bougies, parce qu'il y a de l'oxygène dans les chambres. Mais par contre, vous pouvez emmener des fausses bougies. Il y en a des vraiment réalistes de nos jours qui donnent vraiment le change. Donc, ça peut être des éléments qui peuvent être amenés. En tout cas, amenez tout ce qui vous fait du bien, qui vous fait emmener un petit peu de votre confort, un peu de votre univers, des choses qui vous font du bien avec vous. Et où que vous soyez. C'est-à-dire que si c'est chez vous, ça c'est plus facile évidemment. Vous pouvez avoir créé un hôtel ou un lieu où vous déposez des choses qui vous font du bien, où vous savez que vous viendrez vous ressourcer près de cet endroit pendant votre travail. Si c'est à la maison de naissance, nous on vous encourage à créer votre hôtel, votre lieu de connexion, etc. si jamais vous en avez besoin. Et si c'est à l'hôpital, faites-le, apportez ce qui vous fait du bien. En sixième, je vous dirais évidemment bouger, changer de position, explorer les différentes positions pendant le travail. Marcher, utiliser le ballon. La mobilité, c'est une des clés ultra importantes de la naissance. Ça va vous aider aussi à soulager les sensations de ne pas rester statique et certainement pas allongé dans votre lit. En septième, je vous dirais respirer. Et non pas avec une technique particulière, mais respirer pendant les contractions. Évitez d'hyperventiler pour pas vous dissiper, pour pas vous perdre, pour pas avoir la tête qui tourne, pour pas trembler de partout, parce que quand on fait ça, évidemment, on n'aide pas du tout notre corps.
Prenez de grandes respirations profondes après la contraction. Et en fait, même quand elle commence à descendre, vous savez, pas attendre de ne plus avoir de sensation pour être dans la détente, mais dès le moment où elle commence à redescendre. Relâchez, respirez, réoxygénez-vous et oxygénez votre bébé. Ça, c'est hyper important. Ça m'amène aussi à vous dire de profiter des pauses entre les contractions. C'est là qu'on sécrète les hormones qui vont le plus aider à traverser. Donc vraiment, cherchez le repos, déposez-vous, reposez-vous. Très important. En 8e point, je vous dirais, écoutez votre corps. Suivez vos instincts. Faites confiance à votre capacité à donner naissance. Franchement, j'en ai vu des femmes enfanter et je peux vous dire qu'elles prennent des positions parfois qui peuvent paraître saugrenues par rapport à tous nos livres sages de sages-femmes. Mais la réalité, c'est qu'elles prennent des positions naturellement qui vont aider leur bébé. En 9e, je dirais, et des encouragements positifs. Pendant votre grossesse, créez des mantras. Si vous en avez l'occasion de vivre une Blessing Way, mais je vous ferai sûrement prochainement un épisode sur le sujet. Demandez aux femmes qui sont présentes de vous écrire des mantras, de vous faire des cartes à suspendre, entourez-vous de symboliques qui vous relieront à elles le jour J. Faites des coloriages, très chouettes coloriages de Gaïel qui s'appellent Puissante Naissance, qui sont vraiment des pépites et qui permettent déjà de se plonger dans la naissance. Et rappelez-vous, chaque expérience est unique. Et tous ces conseils, c'est juste des suggestions. Hein. Choisissez ce qui résonne le mieux en vous et qui s'aligne avec vos valeurs. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc oui, tous ces outils pour vous rappeler que vivre une naissance puissante, un enfantement dans sa pleine puissance, dans le respect, comme on dit, accueillir en douceur les adultes de demain. C'est pas si doux que ça une naissance, mais dans la douceur, dans le terme, dans le respect, dans je veux vivre les choses sereinement, ne pas être dans la bataille, juste accueillir, laisser venir, me laisser transcender parfois par les sensations très intenses. Mais faut défier cette idée préconçue que l'accouchement c'est quelque chose d'insupportable, qui va nécessiter d'être avec une anesthésie. Oui, la péridurale, elle peut sauver des situations. Mais c'est pas l'outil suprême. On peut choisir comment est-ce qu'on veut le traverser. Et puis finalement, on peut en plus en ressortir avec quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. Les sensations fortes qu'on peut avoir pendant les naissances, c'est un peu aussi comme une porte vers la pleine conscience, vers des connexions profondes. Souvent, cette peur, cette croyance, elle repose sur la peur de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est pas synonyme simplement de négatif. Ça peut être une toile vierge sur laquelle on est prêt à être peint. On est prêt à peindre avec toutes les couleurs de votre force intérieure, votre capacité à surmonter, à accueillir chaque contraction comme une vague, et puis à vous amener jusqu'à l'accueil de votre bébé. Vous savez, finalement, la société, c'est comme si elle nous montrait une toile, mais avec toute une partie cachée. Oui, c'est fort, c'est intense, oui, ça peut être vraiment difficile à traverser, mais on nous cache toute une partie de la toile. Alors on peut soulever le drap et puis aller voir tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que finalement il y a autant de femmes qui veulent se réapproprier le processus de la naissance? C'est qu'il y a bien quelque chose. C'est parce qu'elles en retirent quelque chose. Retourner vers sa pleine puissance. C'est presque toucher à quelque chose auquel on n'a pas accès en dehors de ces moments-là. Et je crois que c'est ce qui fait qu'il y a certaines femmes, dont moi je l'avoue, qui sont addictes aux naissances. Parce que c'est un moment charnière. Et parce que ça peut vraiment, oui, mettre du baume, réparer. Réparer toutes nos histoires, quelles qu'elles soient. Oui, des abus, des pertes de confiance en soi, des histoires de grossesse arrêtées, où on avait l'impression que notre corps n'était pas capable, qu'il nous avait lâchés, ou des histoires de naissance traumatique, où on se dit « j'étais pas capable de le faire. Si on m'avait pas aidé, j'aurais pas su le faire. » C'est tout ça que ça vient réparer. Une grossesse, c'est un peu, c'est violent, une thérapie sauvage. Ça vient ramener en fait des choses à la surface. Parfois, ça va être dans son histoire familiale, ça va être dans les liens avec ses proches, surtout un premier bébé. Hein, ma position dans la fratrie, ou vis-à-vis de mes parents. Enfin, voilà.
Ça peut être chamboulant, mais ça peut être aussi un moment charnière qui peut vous aider à vous dire que vous êtes vous maître de votre vie, en fait. Et un enfantement dans sa pleine puissance, c'est vraiment un rituel de passage. Ça peut nous aider à renaître différemment. D'où l'idée que l'accouchement, l'enfantement peut vraiment aller réparer des choses et vous remettre d'aplomb, j'ai envie de dire. En tout cas, de vous rappeler qui vous êtes, que vous avez été capable de le faire. Il y a ces semaines qui suivent les naissances où les femmes, elles sont comme transformées. Et en fait, moi, je le rappelle souvent aussi. Je dis que si la société, elle remettait vraiment à sa juste place l'enfantement, la naissance, la place des femmes, on arrêterait de nous dire qu'on est le sexe faible. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, je vous invite effectivement à suivre un peu les aventures de ce podcast parce qu'il y a tellement de choses qui s'en viennent entre des sponsors qui ont choisi de faire confiance à Bulle de Sage-Femme et que je vais aller rencontrer dans les semaines qui arrivent. Et donc de nouveaux contenus qui vont se mettre en place, de nouveaux formats, de nouvelles manières de travailler. J'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi. Et puis cette préparation à la naissance dont je vous ai parlé, qui s'en vient et qui sera prête pour les 1 an du podcast. Donc, abonnez-vous. Allez sur la page Instagram Bulle de Sage-Femme Podcast. Abonnez-vous pour suivre les informations. C'est là que je vous partagerai aussi pas mal de liens. Et puis mes périples, parce qu'il y en a qui s'en viennent, justement. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le. Mettez-le en story. Et puis taguez-moi dessus. Vous pouvez taguer le podcast Bulle de Sage-Femme si vous êtes sur Instagram. Avec plaisir. Et je viendrai discuter avec vous. Vraiment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.